Voilà, bonjour à tous. Un début un peu difficile, mais nous sommes là, nous sommes au rendez-vous. Le rendez-vous, c'est avec Débat de presse, une émission qui se passe chaque dimanche à partir de 11 heures en direct sur les antennes de la télévision nationale et qui permet de débattre des principaux points de l'actualité nationale et internationale. Au menu ce dimanche, la crise à la CAMEG, la conférence de presse de la coalition ZEF 2015, l'affaire de l'abandon de l'utilisation du gaz à butane comme carburant par les taxis, la polémique qu'a suscité l'organisation de Miss Bim Bim et puis l'élection présidentielle au Gabon. Les résultats sont attendus. Le scrutin, vous le savez, s'est tenu hier. Alors pour discuter de tous ces points de l'actualité, je suis en compagnie de 4 invités. Il s'agit de Soumaïla Rabo de la radio Savane FM. Bonjour Soumaïla. Bonjour Saïd. Sur ce plateau, Boukari Woba du bimensuel La Mutation. Bonjour Woba. Bonjour Sagnon. Dacier de Bendouté de la radio Jeunesse. Bonjour. Oui, bonjour Sagnon. Il faut apprendre à prononcer le nom. C'est un nom qui n'est pas prononçable, bien sûr. Et enfin, Paul Miki Rwamba de la radio Ouaga FM. Bonjour. Bonjour Abakar. Voilà, donc le décor est planté. Vous le savez, l'actualité cette semaine a été marquée par cette crise à la CAMEG. Le ministre de la Santé veut remplacer le directeur général qui est pourtant nommé en conseil d'administration. Le ministre a fini par mettre en place un nouveau conseil d'administration et proposer un intérim de 3 mois pour le directeur général. L'affaire a été portée devant le tribunal administratif. Finalement, le conseil d'administration et le directeur général restent en place. Alors, chers confrères, comment vous avez vécu ce bras de fer entre le ministre de la Santé et les responsables de la CAMEG? Rabo. Merci. Nous, on voit venir ce qu'on a vécu par le passé. La CAMEG doit être à son 4e DG. Les 3 sont partis avec beaucoup d'argent, 69 millions, 2 fois 39 millions. Avec Yoda, c'était 39 millions, avec Bansé, 69 millions, avec Sanfo, 39 millions. Je crois que c'est ce qu'on va encore vivre, puisque malgré qu'on ait eu une décision du tribunal, moi je crois que le ministre veut outrepasser cette décision en demandant un nouveau récépissé de la CAMEG. Puisque c'est une association qui a probablement été donnée d'après ce qui se dit. Et donc, probablement, la CAMEG va refonctionner avec de nouvelles structures, avec un nouveau conseil d'administration. Et puis, je crois que c'est comme ça qu'on va contourner éventuellement la décision de justice. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est presque sûr que le DG, le docteur Chrysostome Kadeba, va déposer une plainte pour peut-être licenciement abusif. Et puis, il va rentrer dans ses droits. Je crois que c'est l'État qui va payer encore beaucoup de millions sur le dos des contribuables, sur le dos des patients et sur le dos de tous ceux qui ont besoin de médicaments. Et justement, Paul Mikirwamba, oui. Alors, par rapport à cette situation, on aura donc constaté que le ministre de la Santé a essayé un passage en force dans cette histoire. Alors, lorsqu'on s'en prend d'une façon ou d'une autre au directeur général pour des raisons qui ne sont pas avouées, parce qu'on n'a pas remis en cause les compétences du directeur général en question, on se rend compte finalement que dans cette histoire, comme l'a dit Rabo, c'est le contribuable qui risque de payer le plus lourd tribut. Cela d'autant plus que la CAMEG, comme on le sait, est une structure assez importante, surtout dans ce Burkina où on parle de plus en plus de gratuité des soins pour l'enfant et puis la maman. Alors, donc, face à cette situation, ce débat juridique, on a vu le tribunal qui a donné raison finalement au conseil d'administration, également au DG en filigrane, et on se rend compte que finalement, il n'aurait pas fallu en arriver là. Moi, la question fondamentale que je me pose, c'est de savoir est-ce que le ministre de la Santé, c'est d'ailleurs le cas pour un certain nombre de ministères ici, est-ce qu'il s'attache véritablement les services de conseiller juridique de sorte à ce qu'on évite de tomber dans des travers comme ce que l'on a vu. Le tribunal a tranché donc en faveur du conseil d'administration. C'est un peu regrettable, mais c'est comme ça. Et moi, je me réjouis du fait que l'affaire ait été jugée parce que lorsqu'une histoire se retrouve en justice, il y a de fortes chances donc, que le droit soit dit. Et ça a été le cas pour le cas de la CAMEG. Alors justement, lorsqu'on regarde cette affaire, on se demande finalement pourquoi le ministre veut changer le directeur général d'Acier. Oui, le ministre a raison de changer le directeur général parce que n'oubliez pas que la CAMEG, c'est une boîte à sous.
comme la Caisse nationale de sécurité. Et dans notre façon, quand un ministre arrive, il place ses gars, comme on le dit, dans les services où il y a l'argent, la Sofitex, en son temps la Sonabel, ainsi de suite. Donc lui, il est arrivé et si parmi les trois, le trio, quelqu'un l'avait à placer le ministre et maintenant dans ce trio, ils ont quelqu'un à placer encore, il va falloir qu'on saute le DG. Et c'est normal dans le Burkina, c'est normal. On ne peut même pas s'offusquer parce que tous les jours on voit ça. Maintenant, pourquoi ça se passe? Parce qu'aujourd'hui, rappelez-vous une fois ici, j'ai parlé d'un concept, mais comme ce n'est pas un blanc qui a fait ça, vous ne m'avez pas pris au sérieux. J'ai parlé de banditisme d'État qui engendre l'incivisme. Parce qu'aujourd'hui, comment ce gouvernement-là va sortir encore devant le peuple pour dire au peuple il y a l'incivisme, alors qu'on assiste à du banditisme d'État où les cadres du pays sont humiliés. On n'encourage même pas la méritocratie, on n'encourage même pas le travail bien fait. On ne reproche pas au DG quelque chose, une malversation, une mauvaise gestion, et le conseil d'administration approuve son travail. Il est en train de redresser la boîte, il est en train vraiment de faire avancer la structure. Et on l'humilie de cette façon. Et est-ce que nous autres qui sommes assis, ça donne une fierté de voir que dans ton pays, tu peux prendre ton intelligence, tes capacités pour donner, comment on appelle, choses de toi-même pour que le pays avance. Parce qu'ici, il n'y a rien du tout. Et maintenant, quand on regarde comme ça, qu'est-ce que ça crée? Du coup, le service va connaître des problèmes. Parce que celui qui va arriver, s'il y avait des gens qui l'avaient contesté, il va encore remplacer et on repart à zéro. Et deuxièmement, à l'international, ça ne nous respecte pas. Parce qu'ailleurs, les gens font passer leurs fils dans des boîtes comme ça pour faire leur promotion internationale. Chez nous, tu arrives, on t'humilie pour descendre pour que tu n'aies même plus le courage de sortir. Donc, moi, je pense que c'est normal, hein, parce que le Burkina, les dirigeants sont comme ça. Mais c'est contradictoire. Parce qu'aujourd'hui, le trio Roch, Salif, Simon n'a qu'à savoir que c'est cette division qu'il y avait au sein du CDP, du gouvernement, qui a envoyé quelque part, et ils ont été brimés. Donc vous amenez le pouvoir d'État, il faut travailler pour qu'un Burkinabé ne se sente plus brimé, parce qu'il y a trop de dossiers en instance. Et vous avez chargé le professeur Kambou de travailler pour qu'il y ait la réconciliation nationale. Et vous-même, vous envoyez vos pattes dans d'autres dossiers qui créent encore de nouvelles frustrations. Donc finalement, et dernièrement, hier, on a suivi que le Premier ministre allait rendre visite à des coutumiers pour prendre des conseils. Les coutumiers aussi n'ont qu'à voir. Ça là, par exemple, n'ont qu'à sortir dire la vérité aux dirigeants. Vous ne pouvez pas venir nous voir pour dire que non, il faut que les gens se comportent bien, vous prendre conseil. Et vos ministres sont en train d'humilier des cadres de ce pays comme ça. Si on l'avait reproché de une mauvaise gestion, là, il n'y a pas de problème. Mais actuellement, on ne sait pas pourquoi, mais c'est l'argent. Chacun veut placer son gars. Justement, oui. sur le pourquoi, est-ce qu'on ne peut pas, peut-être, il y a des analystes qui font le lien de cette affaire avec cette affaire aussi, avec la mise en œuvre de la gratuité des soins. On sait que la CAMEG, sur ce plan, c'est-à-dire est très bien placée, les médicaments partent généralement de là. Est-ce que finalement il n'y a pas de lien entre cette volonté du ministre de changer le directeur général et la politique nouvelle du gouvernement qui est cette gratuité des soins? Ouba. Merci. Certainement, la politique peut jouer sur le choix des hommes. Malheureusement, pour ce qui est du cas de la CAMEG, je ne crois pas que ce soit cela. Parce que, tout simplement, l'histoire de la CAMEG nous montre que ça a toujours été ainsi. Je pense à Rabo qui a fait le rappel historique tout à l'heure. Tous les directeurs généraux qui sont passés à la CAMEG sont partis de la sorte. Et actuellement, vous avez vu, si on fait un peu la genèse de la crise, c'est parti comment? Du mode de désignation, du mode de renouvellement du contrat du directeur général. C'est lors d'un conseil d'administration, au niveau du point qui a trait aux divers, que le conseil d'administration a renouvelé le mandat du directeur général. Le ministre a juste fait remarquer que ce n'est pas normal que ce soit en divers qu'on renouvelle le contrat du directeur général. Le conseil d'administration a pris note, a convoqué une nouvelle session et se sont réunis. Et là, ce n'est plus dans les divers. Ils se sont réunis pour la cause et ils ont renouvelé le contrat donc, du directeur général. Donc, d'un problème qui partait du mode de renouvellement du contrat du directeur général, on en est venu carrément à remettre en cause le directeur général. Il faut qu'il parte. Et au-delà du directeur général, c'est même
le président du conseil d'administration aujourd'hui, dont le ministre recherche la tête. Il y a véritablement problème. Et quand il y a crise, je pense qu'il faut chercher c'est quoi le problème. Le problème est parti du ministre. Et si c'est le ministre le problème, véritablement aujourd'hui, on devrait être en train de se demander si le ministre a sa place. C'est véritablement là où il y a des questions à se poser. Et c'est une pratique qui ne date pas d'aujourd'hui. Et c'est là où aussi nous attendons beaucoup le pouvoir du MPP. On veut constater une rupture avec des anciennes pratiques. Et une des anciennes pratiques qui ont toujours cours dans ce pays, c'est le fait que lorsqu'un ministre vient, presque toutes les directions ont changé. Mais une direction, c'est quoi? Une direction, ce n'est pas un poste politique, c'est un poste administratif. Tu es directeur de quelque chose, c'est que tu as des compétences techniques pour gérer une boîte, une société donnée. Et le directeur, c'est même un recrutement. Et là, on n'était pas en train de recruter. C'est quelqu'un qu'on a déjà recruté qui a fait un travail. Et là, on était en train de renouveler tout simplement son contrat. Le directeur, du moins le ministre vient, il veut tout remettre en cause. Aujourd'hui, il veut le départ du directeur général, il veut le départ du PCA. Oui. Malheureusement, la justice ne l'a même pas suivi. Et j'ai vu qu'à la suite de la décision du tribunal administratif, le ministère a fait un communiqué. Ils disent que le ministre est en déplacement, mais le ministère fait un communiqué pour donner sa lecture de cette décision qui dit qu'en réalité, ça ne remet pas en cause le nouveau PCA qui a été nommé. Et bien sûr, puisque le tribunal administratif dit qu'il faut surseoir. C'est un sursis à exécution. Oui. Voilà, de cette note qui veut qu'on remplace le PCA. Donc, je ne sais pas par quel moyen on va passer pour maintenir effectivement le nouveau PCA. Comme quoi, parce que le Conseil des ministres l'a déjà entériné. Je pense qu'il y a mal donne. Et très probablement, si le PCA doit partir, on va aller vers une saignée financière, comme les syndicats l'ont dit. Les syndicats ont fait une déclaration où ils dénoncent effectivement les manœuvres du ministre, lequel ministre déjà les avait saisis auparavant pour les informer de la situation. Ils ont pris connaissance de la situation à travers des documents qui leur ont été fournis par le ministre et malheureusement, ils ne sont pas d'accord avec le ministre. Je me demande aujourd'hui qui sont ceux-là qui sont avec le ministre. On a l'impression que le ministre, il est seul à se battre contre tous. Mais quand c'est comme ça, c'est que monsieur le ministre, vous n'avez pas raison. Et à propos du pourquoi, là, mais au passage, j'ai vu dans le journal Courrier Confidentiel un nouveau récépissé de la CAMEC qui date du 24 août, signé par le ministre de l'administration territoriale, un des patrons du MPP. Et ça veut dire que le ministre est soutenu, Ouba. Ça veut dire qu'il n'est pas seul. Ça veut dire que dans le pouvoir, on le soutient. Ça veut dire que le gouvernement soutient le ministre de la Santé. Le nouveau conseil d'administration, comme vous l'avez dit, a été entériné. C'est ça. Voilà. Moi, la lecture que je fais, Dacier de Bendouté l'a dit, il faut placer les gens du pouvoir, des gens de confiance, à tous les postes où on peut pomper des sous. Sofitex, l'ONAB, CNSS, Carrefour, CAMEG. Et moi, je crois que pour tout pouvoir, il a besoin de marge de manœuvre pour pouvoir, je vais dire, utiliser l'argent à sa guise. Parce que imaginez, si vous êtes au pouvoir, parfois vous pouvez avoir des difficultés dans un secteur où il n'y a pas de l'argent, alors que dans un autre secteur, vous avez de la surliquidité. Mais pour manipuler l'argent de ce secteur-là, il faut avoir quelqu'un de confiance pour vous couvrir, pour que vous reversiez l'argent dans le secteur qui est en difficulté, sans que ça ne soit présenté comme un détournement. Ça veut dire qu'on peut prendre de l'argent à la CAMEC, aller payer des cotonculteurs, parce qu'il y a des problèmes à la Sofitex, mais il faut que le DG de la CAMEC soit votre type. Sinon, vous ne pouvez pas le faire. Si c'est un technicien pur, qui est là vraiment pour trouver du médicament et distribuer aux patients, vous ne pouvez pas faire ça. Et moi, je crois que c'est ce que le pouvoir est en train de faire actuellement. C'est-à-dire, partout où on veut placer des hommes de confiance du MPP, c'est là où on peut manipuler facilement de l'argent et où on pourra avoir des mailles de manœuvre pour un peu, je ne dis pas que c'est pour voler l'argent, mais c'est pour rééquilibrer les secteurs. Parce qu'aujourd'hui, on est à 4 mois de la fin de l'année et il se trouve que le budget est bancal. 2 lois de finances rectificatives en 3 mois, et ça veut dire qu'il y a des choses qui ne tournent pas en rond. Et donc, ils ont vraiment besoin d'argent, et je sais qu'à la CAMEG, il y en a. Maintenant, quelles conséquences on va vivre après? Là, je ne sais pas. Maintenant, je ne dis pas comme Dacier de Bendouté, il dit que c'est normal. Non, ce n'est pas normal. Je crois comprendre que Dacier veut dire, comme c'est déjà vu, c'est devenu routinier, et on accepte où
On voit ça comme ça et puis ça nous laisse indifférents. Sinon, ce sont des manipulations qui sont gravissimes en démocratie. Et il faut rappeler aux téléspectateurs que la CAMEG, c'est une association où il y a l'État burkinabé, où il y a des partenaires techniques et financiers et où il y a des associations qui interviennent dans le secteur de la santé. Donc, ce n'est pas une propriété de l'État seul. C'est une association qui doit fonctionner comme les autres associations qu'on connaît, qui sont au service de la population. Et donc, c'est le conseil d'administration qui est le patron de la CAMEG. Ce n'est pas le ministre de la Santé. Donc, il ne peut pas se permettre tout au sein de la CAMEG comme il veut. D'accord. Alors, une dernière réaction. Alors, je voudrais dire que c'est vrai que ce débat autour de la CAMEG, ça devra nous amener à réfléchir sur le mode de désignation de certains directeurs généraux. Comme l'a dit Rabo, c'est vrai que le cas de la CAMEG, c'est une exception, étant donné que c'est une association. Mais en même temps, il va falloir que l'on réfléchisse sérieusement sur le mode de désignation des directeurs généraux. Je crois que sous l'ancien régime, vers la fin, on avait donc décidé que pour certains postes, il fallait faire appel à candidature. Ça pourrait être une solution pour éviter de telles situations. On a vu le cas de l'hôpital Yalgado Ouedraogo où le directeur général est nommé après avoir fait acte de candidature, il est recruté régulièrement avec un contrat et des objectifs clairs. Si on en faisait autant pour un certain nombre de directions générales qui relèvent de l'État, on allait éviter en tout cas des situations comme ce que l'on vit avec la CAMEG où un ministre peut décider, au détour d'une signature, de relever de sa fonction un directeur général pour peu qu'il ne soit pas favorable du point de vue politique ou autre à lui, alors que ce qui devait guider de tels actes sont les compétences du directeur général en question. Pour le cas du DG de la CAMEG, personne n'a remis en cause ses compétences et personne n'a remis en cause, personne n'a mis sur la table de discussion une histoire de malversation, de mauvaise gouvernance au niveau de la CAMEG. Oui, très rapidement. Pour parler un peu de chiffres, c'est bien de dire que la CAMEG, puisqu'elle a été créée en 92 par là, au début, c'était une sorte d'expérience. À partir de 97, on a fait un bilan. On a trouvé que c'était concluant. C'est une bonne idée à pérenniser. Donc, à partir de 98, ils ont adopté un nouveau texte, de nouveaux statuts pour véritablement en faire une association. Une association dans laquelle se retrouve effectivement l'État burkinabé qui est représenté. Il y a des organismes comme l'Union européenne, il y a les Pays-Bas, il y a la France. Donc, ce n'est pas une affaire personnelle, ce n'est pas une affaire seulement de l'État burkinabé. En plus, ce n'est pas une expérience burkinabé seulement. Il existe la CAMEG sous d'autres appellations, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Togo et ailleurs. Et même au niveau des centrales africaines, là, ils ont une sorte de fédération. Et il y a un modèle de fonctionnement. Malheureusement, on se rend compte que c'est les textes qui ne sont pas respectés, en tout cas pour ce qui concerne nous, notre organisation. Donc je parlais de chiffres, autour de 98, ils avaient un chiffre d'affaires d'environ 3 milliards. Aujourd'hui, on parle de 30 milliards. Et malgré ça, la société a des difficultés parce que sa dette est estimée à 15 milliards. Donc vous voyez une société certainement qui brasse de l'argent, mais on se rend compte qu'effectivement il y a des difficultés alors que normalement on ne devait pas avoir une dette de 15 milliards. Donc là je rejoins un peu la question de l'argent qui est pompé et qui va, on ne sait où. Moi je pense que cette crise-là, une crise peut être vue comme une opportunité. Il y a opportunité à revoir réellement le statut de la CAMEG. S'agit-il d'une association, d'une ONG, d'une société d'État? S'il faut réfléchir dans ce sens, il faut réfléchir et adopter de nouveaux textes clairs qui disent qui est habilité à faire quoi. Aujourd'hui, on parle de conflit de compétences entre l'Assemblée générale et puis le conseil d'administration. On a l'impression que le ministre a plus la même mise sur l'Assemblée générale, il contrôle là-bas, alors qu'il a moins de possibilités de manœuvrer ou d'utiliser le conseil d'administration. Ok, alors on va évoluer dans le débat. On va parler donc de cette conférence de presse de la coalition ZEF 2015, une conférence organisée le 25 août dernier. Alors le moins que l'on puisse dire, c'est que Zéphirin Diabré et ses alliés n'ont pas été tendres avec le pouvoir. Zéphirin Diabré a parlé de la politisation de l'administration, d'achat de conscience et de silence, d'échec. Alors, quelle analyse vous faites de cette conférence de presse tenue par le chef de file de l'opposition? Oui, moi je pense qu'ils n'ont rien dit de nouveau et d'extraordinaire. Parce que nous sommes des journalistes, on a suivi l'évolution politique de notre pays ces derniers temps. Tout ce que nous vivons, ce n'est pas pour soutenir les MPP, mais les hommes politiques sont en première ligne responsables. Et toujours, je vous ai rappelé que repartons à l'après Maurice Yameogo quand Lamizana avait dit aux hommes politiques, rassemblez-vous, réunissez, réfléchissez et trouvez-moi une feuille de route. Je vais organiser les élections, je vous donne et je pars. Ils sont restés dans des clivages, dans des faux trucs
Et De Gaulle a appelé la mise en lui dire, s'ils ne s'entendent pas, garde ton pouvoir. Et c'est ainsi que, comme les gens ne le veulent pas, même si les gens ne le veulent pas, plutôt les militaires ont toujours dirigé le Burkina. Après la chute de Blaise, qu'est-ce que les hommes politiques ont fait? Moi, personnellement, j'ai pris le risque, toujours je disais, il faut qu'on parte faire une réunion nationale pour trouver une feuille de route afin d'orienter le pays. Depuis la transition, on n'a rien dit qui oriente le pays pour dire que le nouveau pouvoir qui va venir, voici la feuille de route sur laquelle tu dois travailler afin qu'on redresse le pays. Rien. Chacun est là, c'est son âme, il cherche. Tout ce qu'ils sont en train de dire, pendant la transition, ils parlent de politisation de l'administration. L'affaire de Kameg, là, c'est ça. C'est la politisation de l'administration. Aujourd'hui, il y a d'autres problèmes saillants qui, aujourd'hui, réfléchissent sur, par exemple, le cas université. Aujourd'hui, vous prenez les dossiers les plus saillants, les policiers radiés, les militaires et autres, ces corps habillés-là qui ont été victimes d'une injustice, il faut le dire, de la part de la hiérarchie. On ne peut pas le dire. Non, il ne faut pas me couper. Celui qui n'est pas content, nous sommes des journalistes. Oui, bon, il y a des choses même qu'on peut... Non, ce n'est pas selon moi. Nous sommes des journalistes. Vous savez bien qu'il y a des choses que nous-mêmes, on ne peut pas dire au public. Voilà. Donc, ce que nous disons là, laisser de faire comprendre allègrement au peuple qu'il y a des choses quand même qu'on peut comprendre facilement. On parle de la conférence de presse des Zéphirins. Non, mais voilà. Je parle toujours de cette base. Si vous voulez résoudre un problème, il faut l'approche holistique. Il ne faut pas s'asseoir, tenir un bout, croyant que non, c'est par là que vous allez avoir la solution. J'ai dit, voilà des solutions. Quel homme politique avait, après la transition ou bien pendant la transition, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, ils sont venus prendre les pouvoirs, ils sont en train de gérer leur âme. Chacun va continuer toujours à sortir, dire les mêmes choses, mais il n'y a pas d'orientation. Chacun s'oriente comme il veut. Et pour terminer... Le président a été élu sur la base d'un programme, c'est une orientation. Où est le programme? Et il n'y a pas d'orientation. Et je termine en disant... Comme on dit, il met progressivement en pas du tout, parce que tout de suite, on vient de sortir, Rabo est revenu sur l'affaire d'argent au niveau des grands services, et on dit ils sont en train de chercher l'argent. Non. Ils ne connaissent pas, les affaires d'État. Quand vous venez dans une situation comme ça, vous laissez tous vos hommes avec qui vous abattez pour avoir le pouvoir, pour mettre des techniciens afin de résoudre le problème avant. Et c'est ce que la Lamizana a fait. Le travail que Marc Garango a fait pour redresser l'économie, jusqu'à aller payer des dettes de la Haute-Volta en son temps, mais c'est extraordinaire. Aujourd'hui, c'est ce qu'il nous faut. Des hommes capables, ce n'est pas parce que Sagnon est de tel parti, mais si on sait que Sagnon peut prendre des idées, on va le prendre, il vient nous prendre les idées pour qu'on avance. C'est ce que les Anglo-Saxons font. On va laisser les autres s'exprimer sur la question. Donc il faut réorienter les choses. Alors qu'est-ce que vous pensez de cette conférence de presse et de la critique générale formulée par la coalition? Oui. Alors je voudrais d'abord m'interroger sur la coalition ZEF 2015. J'ai cru comprendre que c'était une coalition qui avait été mise en place pour les élections présidentielles. Pour l'élection présidentielle, une coalition de partis politiques qui soutenaient en tout cas la candidature de Zéphirin Diabré. C'était ponctuel de mon point de vue. 9 mois après, je me pose des questions sur l'existence juridique d'une telle coalition. Est-ce que réellement la coalition ZEF 2015 a un récépissé en tant que tel comme un parti politique pour faire des déclarations de ce genre? Ça, c'est une question de forme. Mais lorsqu'on rentre dans le fond des déclarations qui ont été donc menées, d'abord même avant ça, il faut voir également ce qui se passe au niveau de l'opposition aujourd'hui. Quand on prend un chef de file de l'opposition, à l'intérieur, on va avoir des divisions. Il y a l'UPC qui est un parti écrasant au niveau du chef de file de l'opposition. Il y a l'opposition parlementaire, il y a les insurgés, il y a ZEF 2015. Donc finalement, on est en train d'aller vers... Justement, il y a des gens effectivement qui rentrent et qui ont un pied dedans, un pied dehors. Donc on se rend compte que cette fois-ci, l'opposition se retrouve être subdivisée en des clans. Ça, c'est assez dangereux pour la cohésion, en tout cas politique, au niveau de l'opposition. Maintenant, quand on revient sur les discours tenus, le Burkina Faso est un pays garibou, tel que présenté donc par Zéphirin Diabré. C'est peut-être vrai, entre guillemets, mais pour moi, ça a été mal dit parce que lorsqu'on est patriote, il y a des termes qu'il ne faut pas utiliser pour qualifier un pays, même si on sait qu'ici, l'opposition est dans son rôle de vouloir critiquer, en tout cas, l'action du président Roch Marc Christian Kaboré. Donc, c'est un certain nombre de faits comme ça qui m'amènent à poser des questions. Dernièrement, également, j'ai vu qu'au cours de cette conférence, ils ont fait annonce d'une conférence nationale des insurgés. Oui. Alors, la question que l'on se pose aujourd'hui, qui est insurgé dans ce pays? Est-ce que les insurgés
une idée qui part du chef de file de l'opposition, alors qu'on retrouve les insurgés qui sont au pouvoir, on retrouve des insurgés à l'opposition, et on annonce comme ça une conférence nationale des insurgés. Je ne sais pas à qui est lancé cet appel et qui sont ceux qui vont venir autour de la table pour cette conférence nationale des insurgés. Donc, on est dans une dynamique où on parle de réconciliation nationale. Il y a des termes pour lesquels il faut faire très attention avant d'avancer quoi que ce soit. D'accord, Rabo. Beaucoup de choses à dire par rapport à ce que Paul Miki Ruamba a évoqué. Ils n'ont pas besoin d'un récépissé pour travailler. Hein. Ils peuvent se coaliser, faire des alliances entre partis politiques, puisque les partis politiques sont officiellement reconnus. Maintenant, là où je suis d'accord avec Miki, c'est que la coalition ZEF était censée exister pour la candidature de Zéphirin Diabré en 2015. Aujourd'hui, c'est devenu un non-sens. Et puis quand j'ai regardé autour des Zéphirin, il n'y en a pas beaucoup qui ont des conseillers municipaux, des députés. Donc, ça ne représente pas grand-chose, la coalition ZEF aujourd'hui. Pourquoi Zéphirin Diabré s'est cru ou s'est vu obligé de faire une sortie avec sa coalition ZEF et non au nom du CEFOP? Parce que là, il n'est pas sorti en tant que CEFOP, c'est le président de l'UPC et puis des partis alliés comme la Convergence de l'Espoir, Prit Lanaya, etc. Mais moi, je crois qu'il y a anguille sous roche. Ça veut dire que ça ne va pas au CEFOP. Et j'ai demandé à quelques opposants, et je crois savoir qu'il y a un problème au CEFOP. Il y a une division là qui est en train de naître. D'un côté, NAFA, CDP, ADF, RDA, les anciens soutiens de Blaise Compaoré. Et puis il y a l'opposition de première heure, quoi, les CEFOP original qui a chassé Blaise Compaoré. Et puis il y a les opposants de la 25e heure, les Achille Tapsoba et les autres qui sont venus dernièrement. Eux, ils se sentent plus bien, je crois, dans les CEFOP, et ils sont en train d'envisager d'autres solutions. Peut-être créer une autre coalition de l'opposition séparée du CEFOP, et je crois que ça pourrait se faire. Maintenant, je dis par rapport... fait une conférence de presse. Hein. Oui, non, le CDP a fait son bureau pour sa session du bureau politique national pour dire, et tout ça, moi je crois qu'il y a des choses qui se trament. Et n'oubliez pas que beaucoup de gens sont allés voir récemment Blaise Compaoré, et peut-être qu'ils manipulent aussi des choses. Et globalement, ce qu'il faut dire, dans l'opposition, des choses vont se passer. Moi, je ne crois pas que c'est dans le sens de constituer un vrai contre-pouvoir. Parce que ça arrange le pouvoir et ça ne va pas donner du poids au discours que Zéphirin Diabré a tenu. Puisqu'il a tenu un discours qui est semblable à ce qu'Ablasse Ouedraogo a dit. Mais si vous ne vous retrouvez pas pour sortir le discours-là sur la base d'une coalition qui est forte, vous parlez isolément comme ça, moi je crois que ça vous affaiblit. Et ça arrange un Salif Diallo qui aime bien que les gens soient dispersés pour pouvoir manœuvrer. Et donc moi je crois qu'ils sont mal partis. La conférence nationale des insurgés, elle ne peut pas mobiliser les insurgés puisque la moitié des insurgés est au pouvoir. Le MPP ne sera pas là-bas. Bon, vous avez même déjà insulté le CDP, puisque c'est l'insurrection qui a chassé le CDP, alors que vous êtes ensemble au CEFOP. Donc il y a un climat malsain qui est né comme ça dans l'opposition aujourd'hui, et je sais que ça va nous mener loin. Seulement, ce que moi je déplore, ça ne va pas nous aider à bousculer le pouvoir pour qu'il travaille bien. Et c'est là que Zéphirin n'a pas bien vu. D'accord, oui, Woba. Dans cette sortie-là, je me suis posé la question, est-ce qu'il y a quelque chose que la coalition a dit et qui ne pouvait pas être prononcé aussi au nom du CEFOP tout simplement, c'est-à-dire qui ne peut pas être endossé par l'ensemble des partis politiques membres du CEFOP. Et quand je regarde, c'est peut-être la conférence nationale des insurgés. Ça même, ça ne peut pas réunir. Voilà, ça même d'ailleurs, on peut en débattre. Je ne sais pas de quelle qualité Zéphirin Diabré, ni dans son titre de président de l'UPC, ni dans son titre de chef de file de l'opposition, encore moins dans son titre de président de la coalition ZEF 2015, peut convoquer une conférence nationale des insurgés. Là, véritablement, je ne sais pas. Il est qui? Est-ce qu'il est l'insurgé en chef? Je ne le crois pas. Donc, conférence nationale des insurgés, il s'agit d'une conférence des insurgés UPC ou pro-UPC, on peut l'appeler comme on veut. Ce n'est pas une conférence nationale. Je ne sais pas si on va convoquer les gens des 13 régions, des 45 provinces pour venir prendre part à cette conférence nationale. Donc vous imaginez. Ça déjà, je ne partage pas l'idée. Maintenant, je dis tout simplement que cette coalition-là, c'est pour fragiliser véritablement le CEFOP. Je me demande si on n'est pas véritablement en train d'assister à l'agonie de ce cadre-là
Parce qu'à l'intérieur, ça fait un cloisonnement. Je rejoins parfaitement Rabo, ça fait un cloisonnement. Une coalition qui était créée pour porter ZEF à Kosiam en 2015, donc déjà vous voyez même dans le nom, coalition ZEF pour 2015, alors que nous sommes en 2016 et qu'on vise 2020, on nous parle de coalition des ZEF pour 2015. Il y a véritablement problème. Et quand on regarde à l'intérieur, effectivement, il y a des factions, les pro-CDP et autres. Et il y a les Ablacé qui viennent, qui sont toujours hésitants. D'ailleurs, Ablacé a fait une déclaration concernant cette proposition de conférence nationale des insurgés. Lui, il parle plutôt de réconciliation. Ça veut dire qu'à l'intérieur du CEFOP, on ne se parle pas. Et là, je pense que Zéphirin Diaré risque d'endosser la grosse responsabilité d'être lui-même à la base, justement, de l'effritement de cette organisation, et ce serait bien dommage. Si c'est le fond, les éléments d'analyse, oui, de critique, rien de nouveau sous le soleil. Hein. Voilà, je pense qu'ils ne sont pas les premiers à critiquer le régime, à relever ces insuffisances-là. Nous, les journalistes, on a fini avec ça même. On a fini, je pense même, on est en train de passer à autre chose. Tous les jours, nous on le dit. Non. Maintenant, ZEF, oui, au-delà de faire la critique vis-à-vis du gouvernement, a trouvé d'autres ennemis. Il y a des OEC qu'ils ont eu à attaquer. Au-delà de la coalition ZEF pour 2015, ils ont déjà fait une déclaration avant, au titre même de l'UPC, où ils ont attaqué les OEC, ils ont attaqué les journalistes. Ils disent qu'il y a des journalistes qui émargent je ne sais où, donc pour écrire contre des partis politiques de l'opposition, notamment l'UPC. Et ça, c'est suffisamment grave. Publiquement, j'aimerais interpeller Zéphirin Diaré à transmettre à qui de droit ces preuves de corruption des journalistes. Cela est très important. C'est très important qu'on sache quel journaliste part émarger quelque part pour prendre de l'argent et puis écrit pour dénigrer l'opposition, parce qu'il y a des poursuites. C'est bien possible de poursuivre effectivement ces journalistes-là. Ça ne sert à rien de jeter l'anathème sur l'ensemble d'une corporation, parce que sur ce plateau même, nous sommes tous concernés. Hein. Autant que nous sommes ici, peut-être que c'est vous. Non, peut-être que c'est vous, peut-être que c'est moi. Mais bien sûr, c'est vous et moi qui savons que nous n'émargeons pas. Mais Zep a dit que ce sont des journalistes. Ce sont des journalistes qui émargent et qui écrivent donc pour dénigrer l'opposition. Là où je suis d'accord, il n'a qu'à fournir à l'OBM, l'Observatoire burkinabé des médias, la liste des journalistes corrompus. Mais moi, je ne pense pas qu'il puisse donner cette preuve. Parce que, comme on le dit populairement, on ne connaît pas papa des chiens. Parce que dans notre milieu aussi, il y a des gens qui ne sont pas sérieux. On se connaît. Il y a des gens qui sont assis, qui jouent même aux espions pour certains hommes politiques. Donc aujourd'hui, on ne peut pas, sur ces plateaux, je ne peux pas défendre les journalistes à ce niveau. Je peux me défendre moi, mais je ne peux pas défendre la corporation. Parce que les gens sont là assis, on sait comment dans notre milieu aussi ça se passe. Ça ici, peut-être s'il doit donner même les preuves là, comme on le dit en Bambara, en cas de Borokono Kasson. Non, il n'a pas donné. Il n'a pas donné. Non, je termine. En ce qui concerne la coalition ZEF 2015, il ne faut pas vous étonner. Je vous ai dit, quand je dis c'est normal, les gens pensent que j'encourage. Non, c'est culturel maintenant en nous. N'oubliez pas qu'avant qu'on arrive le problème n'atteigne son summum, chacun avait des ouvriers politiques à travers les OSC, les associations, et aussi des gens, des partillons. Les OSC là, est-ce que vous entendez parler du focal encore? Il y a des OSC qu'on avait créés comme ça. Maintenant, nous allons assister à une régénération ou à une renaissance. Peut-être qu'ils ne se font pas voir. Non, ils ne se font pas voir, mais ils ne peuvent plus avoir les mêmes forces parce que les choses ont changé. Vous voyez même certains des OSC sont en train d'être nommés dans des grandes institutions. Et maintenant, sur le terrain, on va assister... Vous voulez parler de quoi exactement? Les nominations qu'on a vues à la présidence, là, et des gens qui sont nommés chargés de mission, qui sont dans des OSC à la présidence. Maintenant, vous allez assister sur le terrain politique burkinabé une renaissance des OSC, une orientation, parce que c'est ça qui fait le bagarre sur le terrain. Mais c'est bon. C'est pas bon parce que c'est pourquoi je... Il faut renouveler les OSC. C'est pourquoi je reviens sur la case départ pour dire que les hommes politiques sont responsables parce qu'eux-mêmes... Est-ce qu'on ne peut pas considérer deux fois ces OSC-là aussi comme des antichambres des partis politiques? Mais c'est ça, je demande, je dis non, ils ont des ouvriers politiques sur le terrain et associatifs. Et maintenant, quand on dit que c'est bien qu'il y ait des OSC, je vous ai toujours dit
que les Européens nous ont menti. Si vous voulez compter sur les soi-disant OSC, société civile, pour que le pays avance, vous avez menti, vous n'irez nulle part. Parce qu'on ne peut pas être des sentinelles de la démocratie sans être même des concepteurs ou des théoriciens. Parce que regardez en Afrique, les Européens ont évolué avec des mouvements artistiques, des mouvements d'idées intellectuelles, la philosophie des Lumières, le romantisme. Nous, on fait quoi? Depuis la négritude, qu'est-ce que l'Afrique donne comme idée? Vous allez voir des gens qui sont assis, qu'on finance, qui sortent pour faire la promotion des mots, incivisme, liberté, droit de l'homme. Ça nous apporte quoi? Il faut concrètement, comme l'a fait Garango, il y a une crise économique. J'ai mis en place des idées, TVA, ou bien c'est comme on appelle UTS. Et à l'international, on nous a respectés. Il y a une crise, par exemple, au niveau des ressources humaines. Regardons dans nos écoles supérieures, quelles sont les nouvelles formations qu'il faut injecter. Même les informaticiens burkinabés au XXIe siècle, les gens étaient étonnés de voir que les informaticiens est important. Quand ils ont fait grève, aïe, que les informaticiens aussi font grève. Bon, vous voyez, ça veut dire que les politiques ne travaillent pas pour que le pays soit humainement chargé. On a bien compris. Il faut qu'on avance. Peut-être que je vous donne à chacun 2 minutes maximum pour boucler ce sujet. Un dernier mot là-dessus. Je reviens toujours sur cette accusation qui est portée sur la corporation et non pas sur des individus. Je reviens là-dessus. Ce que Dacier a dit est peut-être vrai. Moi, je suis pas en train de défendre. Je ne suis pas en train. C'est Woba qui a la parole. Je ne suis pas. Non, Woba a la parole. Dacier, je ne suis pas là en train de défendre un individu. Je défends une corporation. Tel que Zef a dit, Dacier, tu n'es pas exclu. Il n'est pas exclu que ce soit toi. Moi, je veux bien savoir qu'il existe des preuves que des journalistes émargent effectivement au budget de je ne sais qui pour écrire contre des gens. Parce que ça, c'est suffisamment grave. Et si c'est le cas, il faut les dénoncer. Il faut initier une procédure qui va aller jusqu'au bout et les personnes vont être pénalement condamnées. Cela est très important. Moi, je suis journaliste. Je ne suis pas là au nom d'une organisation, mais je suis tout de même le secrétaire général de l'association des journalistes de Burkina. Évidemment. Et j'ai dit cette accusation jette l'anathème sur une profession, la profession de journaliste, qui fait que nous tous ici, je le répète encore, il n'est pas exclu que ce soit nous qui sommes visés. Moi, j'ai besoin de savoir si Zef a des preuves que des personnes effectivement émargent. Si c'est par rapport au fait que des gens éventuellement écrivent des articles qui ne vont pas dans le sens de ce que l'UPC veut entendre, c'est leur liberté. Et je pense que s'il y a des gens qui ont reçu plus de critiques depuis un certain temps, c'est bien le parti au pouvoir. On a même oublié qu'il existe une opposition, l'UPC. D'accord. Je suis parfaitement d'accord avec Woba sur ce point parce que Zéphirin Diabré, en parlant comme ça, il a jeté l'anathème sur toute une corporation, c'est vrai, puisqu'il n'a pas apporté de preuves, il n'a pas cité de nom non plus. Tout le monde peut se sentir concerné, même si je suis également d'accord avec Dacier que chacun peut se défendre individuellement et il est difficile de défendre la corporation. Mais je me mets dans l'esprit de cette déclaration de Zéphirin pour essayer de comprendre qu'en réalité, en disant ça, il n'a pas voulu s'en prendre à la presse, mais au pouvoir en place, parce que dans la déclaration, il a voulu dire que le pouvoir utilise la presse contre l'opposition. C'est ça l'idée. Mais en disant comme ça, évidemment, c'est comme si on utilisait les journalistes comme un fouet pour frapper quelqu'un. Finalement, on se sent évidemment concerné. Lorsqu'il dit comme ça, c'est de la corruption. Donc ça jette le discrédit sur toute une corporation. Et c'est assez sérieux. Je crois qu'il est temps pour que Zéphirin Diabré recadre ses propos. Sinon, il va falloir qu'il présente des excuses. Parce qu'il y avait eu Laurent Bado avant. Oui, il y a eu Laurent Bado. Bon, ça, on a pris ça sous l'angle de la plaisanterie parce que lui, on le connaît tel qu'il est. Mais pour le cas de Zéphirin Diabré, c'est assez sérieux. Ce n'est pas exclu qu'il recadre ses propos pour dire qu'en réalité, il a voulu s'attaquer au pouvoir, mais il a utilisé les journalistes d'une mauvaise manière qui jette le discrédit sur une corporation. Et il va falloir donc... Le CSC qui doit sommer. Non, puisque c'est la politique. Non, le CSC qui donne les preuves. Nous, on a des organisations. Il y a des organisations. Mais c'est politique. Il faut que les politiques. Il y a des organisations de la presse. Oui, mais l'État doit se mêler parce qu'il y a le Conseil supérieur de la communication. Si un homme politique sort dire qu'il y a des journalistes qui intervenir, c'est contre les journalistes qui ont peut-être publié même ces propos. C'est les journalistes. C'est pas un organe de presse. Il le fait dans le canal des médias. Moi, je suis convaincu qu'il s'est trompé. Il n'a pas bien prononcé. Ce qui n'est pas voilà. Et en ce moment, il va falloir qu'il demande des excuses publiques aux journalistes. D'accord. Alors, on va évoluer. On est très pris par le temps. Il nous reste encore quelques sujets à débattre. On va parler donc de cette crise, de ces 2 sorties des syndicats de taximans. Alors, sur l'utilisation du gaz butane comme carburant, il y a une première conférence de presse, après une deuxième conférence de presse. Les 2 syndicats ne semblent pas
donc parler le même langage sur l'utilisation donc de ce gaz butane comme carburant. Alors la deuxième conférence de presse, les responsables ont demandé que cet abandon du gaz butane soit accompagné, soit conditionné donc par le versement d'une somme de 500 000 francs pour permettre aux taximans d'échanger les moteurs. Alors, comment vous avez vécu donc tout ce... on peut dire... C'est compliqué, c'est compliqué. J'aime bien les taximens, ils nous facilitent la tâche de temps en temps. Quand on a des soucis, on est obligé de prendre le taxi, hein, mais il y a des gens qui prennent le taxi tous les jours parce qu'ils n'ont pas de monture. Je veux bien que l'État aide tout le monde. Mais vous voyez déjà les jeunes du programme socio-économique d'urgence de la transition qui sont là, qui réclament aussi depuis 2015 qu'on verse les sous pour qu'ils puissent lancer leur projet. L'État aujourd'hui, là, il a tellement de problèmes que je ne vois pas par quelle acrobatie, sauf si vraiment le président devient magicien, on peut trouver 500 000 francs pour les taximens pour changer leur moteur. C'est difficile. Quand vous êtes dans une profession libérale, vous comptez sur vous-même d'abord. Éventuellement, vous pouvez compter sur vos associations qui vont aller taper à des portes. Mais il ne faut pas que ce soit toujours les portes vraiment de l'État. Sinon, l'État va disparaître. Il ne pourra pas supporter toutes les charges qu'on veut lui imposer. Et c'est là que je dis, les taximans n'ont qu'à voir, comme c'est eux-mêmes qui avaient décidé de prendre le gaz butane là, pour avoir un peu plus d'argent, ils n'ont qu'à voir comment ils peuvent économiser encore, comment ils peuvent s'entraider pour changer leur moteur. Parce que dans la première conférence de presse, leur fédération a dit, c'est parce que le gaz butane est déjà subventionné par l'État, que vous êtes allé acheter ça moins cher à 5 000 francs pour faire tourner vos taxis. Si vous devez payer le prix normal du gaz non subventionné par l'État, vous n'allez pas utiliser ça comme carburant. Donc vous avez déjà même profité de l'État. Moi je crois que voyez comment vous pouvez réaménager votre système là, mécanique pour revenir à l'essence, au gasoil, sans vraiment demander à l'État de vous aider. L'État peut juste vous accompagner, encadrer. Oui, sur la question, certaines personnes disent que quand ils modifiaient les moteurs, l'État ne leur avait pas donné de l'argent pour pouvoir adapter ça au gaz. Paul Miki. Alors moi, face à cette situation, je prends ça sous l'angle de personnes qui se sont trompées à un moment donné et on leur demande de revenir à la normale et ils se plaignent. Donc je crois que face aux taximens, hein, ce que l'État a fait, c'était le plus gros cadeau, le moratoire qui a été donc accordé depuis il y a plusieurs mois pour qu'ils puissent changer les moteurs. Je crois que ça court jusqu'en fin octobre, si je ne me trompe pas. Alors donc c'était le plus gros cadeau que l'État pouvait faire. Sinon, il y avait la possibilité de dire qu'à partir d'aujourd'hui, plus de taxis qui roulent au gaz butane. On prend l'exemple, on prend la décision tout de suite puis on l'applique, puisqu'il y en a d'autres qui fonctionnent au combustible normal qu'on connaît. Donc il y a une sorte de concurrence déloyale. Ceux qui ne sont pas en règle là, on n'a pas besoin de leur accorder un moratoire aussi long. Moi-même, je n'étais pas d'accord avec ce geste qui avait été donc fait par Simon Compara Le Coupoc, parce que pour moi, il fallait tout de suite demander à ceux qui ne sont pas en règle, de se conformer à la règle, sinon d'arrêter l'activité en attendant de trouver les moyens eux-mêmes pour se mettre. Donc on a donné ce moratoire, je pense que c'était le plus gros cadeau. Donc il n'est pas question que l'on vienne encore demander 500 000 francs pour changer des moteurs. On connaît comment sont les taxis au Burkina. Quand on regarde les taxis, on se demande même s'ils ont encore des valeurs de 500 000 francs. S'il faut encore donner 500 000 francs pour changer un moteur et puis se remettre en règle, alors que c'est vous qui avez commis la faute. D'accord, oui. Oui, moi je pense que, comprenez-moi encore, les taximens ont raison. Parce qu'on a un État qui ne sait pas gouverner. Et on a des maires qui ne savent pas aussi quelque part, je dis bien quelque part, c'est quoi une ville. Pourquoi l'État ne sait pas gouverner? Il y a des règles. Est-ce que dans les règles, une voiture doit circuler? On peut parler peut-être de faiblesse de l'État. Non, pas faiblesse, pas faiblesse. Pas faiblesse. C'est une analyse. C'est pas comment on appelle? C'est pas un préjugé. C'est pas aussi des injures. L'État ne sait pas gouverner. Il y a des tests. Est-ce que dans nos tests, la police qui prend un taximètre ou un automobiliste qui roule à gaz, est-ce que dans nos tests c'est permis? Ce n'est pas interdit probablement aussi. Hein? Non, c'est pas que c'est pas. Il y a un vide juridique. Même s'il y a un vide juridique. Et il y a des voitures à gaz qui sortent de l'usine. De l'usine. Mais ça, c'est pas des voitures à gaz. Et on a vu plusieurs fois la police est sortie ici rafler ces taximens qui utilisaient des gaz. On se rappelle ici, la presse a fait écho. Maintenant, l'État est resté mieux. Deuxièmement, les taximens peuvent utiliser le carburant. Même si le transport est cher, on sait que c'est parce que le carburant est cher.
Mais l'État a fermé les yeux. Les maires. La ville de Ouagadougou, comme on aime tellement le NAM, on ne voit pas à quel niveau on est dans le monde. On cherche le pouvoir sur le monde. Regardez l'état des taxis dans une capitale politique au XXIe siècle. Est-ce que la mairie ne peut pas avoir un projet de milliards? Il y a un projet dans ce sens du renouvellement du parc des taxis. Il faut faire avancer ce projet plutôt que de s'asseoir en train de discuter ça aux yeux du monde. Au XXIe siècle, ces voitures ne coûtent plus cher. Et pour que la ville même soit embellie, il faut que les taxis aussi... les taxis font partie de la joliesse d'une ville. Mais aujourd'hui, les gens ne voient pas ça. Mais ça, c'est une autre question. C'est pas une autre question. C'est parce que l'État et la mairie ne se sont pas pris à temps que les taximens, aujourd'hui, réclament qu'on leur donne de l'argent. Et à juste titre, parce que pourquoi? Ils savent qu'on est dans un contexte politique où les hommes politiques cherchent des alliances partout. Il ne faut pas énerver, parce que c'est une force politique, parce qu'ils savent comment ils mobilisent les taximens ou bien le syndicat des transporteurs pour les voter. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, en termes d'automobile, la ville n'a qu'à passer au respect des règles. Tu trouves des véhicules, que ce soit des camions ou bien des taxis, sans feu de client, de signalisation. Il veut tourner, il n'a pas de feu pour clienter en ville. Bon, donc moi je pense qu'il faut repenser la politique urbaine. Ce n'est pas la faute des taximans, ils ont raison, ils défendent leurs intérêts. C'est l'État et la mairie qui doivent laisser Woba réagir. Est-ce que vous partagez l'avis de Dassi lorsqu'il dit que les taximans ont raison, sans doute pour dire qu'il les comprend? Je ne pense pas qu'il puisse avoir raison. Hein. Malheureusement, c'est peut-être l'État aussi qui a failli. On dit que quand vous avez affaire à un taureau, il faut le saisir par les cornes. Le phénomène est né à Bobo. C'est à Bobo qu'on a commencé à nous signaler qu'il y a des taxis qui roulent au gaz. Le gouvernement n'a rien dit, n'est-ce pas? Okay. Et progressivement, le phénomène est arrivé à Ouagadougou. Aujourd'hui, les taximans, leurs syndicats nous font un bilan qui dit qu'il y a 2002 taxis à gaz. 2002 taxis, c'est trop. Et si chaque taximan demande maintenant 500 000 francs pour pouvoir changer son moteur, alors que, comme vous le disiez, au moment où ils étaient en train de changer, personne n'est venu leur donner 5 francs, on se demande bien qui va payer cette facture-là. Ça fait 1 milliard. Et d'après les techniciens, ils n'ont pas changé de moteur. C'est un dispositif qu'ils ont bricolé quelque part. Et il faut saluer leur génie. Hein. Il faut saluer leur génie. Des mécaniciens, des garagistes qui ont pu créer effectivement ce mécanisme-là pour qu'un véhicule se retrouve à rouler à gaz. C'est vrai, on dit que ça sort de l'usine ainsi, mais qu'on puisse fabriquer ça au niveau local, je pense qu'il y a déjà un génie. Malheureusement, je pense que c'est l'état des taxis même qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas permettre que des taxis roulent au gaz. Sinon, si les taxis là étaient conformes, parce qu'on allait trouver qu'il y a une sécurité. Mais tel que les taxis là sont, on n'est pas loin d'une catastrophe. Et lorsqu'il y a catastrophe avec un taxi qui est déjà une épave au roulant, c'est un incendie, ça va faire des dégâts. Je pense qu'aujourd'hui, on est unanime là-dessus, il y a danger. Il y a danger, il faut que les taxis reviennent à la norme, rouler au gasoil, au combustible, ainsi de suite. Et ça, il va falloir qu'ils assument. On a parlé de renouveler leur parc. Si c'est l'État qui doit y contribuer, l'État devait plutôt investir dans la Sotraco. La Sotraco est beaucoup plus importante, d'autant plus qu'on a créé un ministère du transport et de la mobilité urbaine. Qu'est-ce qu'on veut entendre par mobilité urbaine? Je ne pense pas que ce soit les taxis, là, c'est véritablement du privé. Mais au niveau de la Sotraco, l'État a quand même une part, une part des actions et de responsabilité. Il faut investir de sorte que la Sotraco, effectivement, puisse accomplir cette mission. En 2012 déjà, je pense qu'il y avait eu une sorte d'accord pour faire entrer quelque chose de 300 véhicules, voilà, pour que ce soit des taxis. Mais à l'époque, les syndicats n'avaient pas beaucoup apprécié la mesure, je ne pense, voilà, ils n'ont pas adhéré. Effectivement, il y a eu ce projet, oui, c'était les taxis et les camions, les voitures de transport de marchandises. Alors, on va avancer parce qu'on est vraiment bousculé. On va parler très rapidement, en 7 minutes maximum, de cette polémique qui a eu lieu donc autour de l'organisation de cette Miss assez particulière. Tout le monde l'a vu, Miss Bim Bim, ou entre griffes, Miss Grosse Femme, qui devait se tenir à la Maison du Peuple à l'occasion de la sortie de l'album de l'artiste musicien Agozo. Alors le ministère en charge de la femme, à travers un communiqué, a dénoncé ce concours
Alors, selon ce ministère, ce concours porte atteinte à la dignité, à l'image de la femme. Le concours a d'ailleurs été annulé. Alors, ça fait beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux et dans les médias. Alors, est-ce que ici vous partagez l'avis de ce ministère? Oui, merci. Moi, je pense que le ministère de la Femme, c'est vrai, n'a rien compris de la culture de la femme sur la femme en Afrique. Le ministère même de la femme en Afrique est une atteinte aux droits de la femme en Afrique. Non, bon, on va directement sur le sujet. Sinon on va, à ce sujet, je laisse mon manteau de journaliste et je raisonne en anthropologue. Oui, souvenez-vous que seule l'Afrique a connu l'émancipation de la femme au sens civilisationnel du terme. Et le ministère de la Femme ne doit pas s'impliquer dans le débat de l'art dans un pays. Dans nos villages, à Moré, on appelle ces femmes pour Gilga. En Djoula, on dit Moussodafani. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Hier, en Côte d'Ivoire, on a vu Miss Awolaba. Et sur la forme de la femme, Joseph Kizerbo dit que dans l'empire du Ghana, les femmes étaient tellement fortes que les postérieures étaient comme des tabourets pour les bébés. Quand elles mettent le bébé au dos, ils ne pouvaient plus, elles ne prenaient même plus la peine d'attacher. Les bébés s'asseyaient sur les fesses de leur maman. Oui. Bon, quand vous revenez, la Venise Autantote, cette femme qui est tellement belle et que les Britanniques l'ont envoyée, ils l'ont fait comme un animal des eaux. Quand elle est morte, bien on l'a fait un trophée. On a bien vu maintenant, film, quand vous revenez à cette question de l'art, aujourd'hui, si le ministère de la Femme est un ministère qui défend les intérêts de la femme, la dépigmentation, qu'est-ce qu'il dit à propos de ça? Moi, j'ai fait plusieurs émissions sur ça. L'artiste veut nous amuser. Nous, les Burkinabés, on est trop hypocrites. On a combien de chambres de passe? On aime les femmes. Mais quand on dit là-bas, chacun fait comme ça, oh, je ne veux pas voir. Pourtant, il regarde. Okay, on a bien compris. Il faut laisser l'art. On va voir si cette position est partagée. Donc, moi, je suis contre parce qu'on a dénigré l'Afrique dans les questions de la femme par un ministère qui ne devait pas avoir raison en Afrique. On va laisser les autres s'expliquer. Oui, Woba. Rabo voulait réagir. Je crois que Dacier fait des confusions qui n'ont pas lieu d'être dans le débat que nous menons. Ici, ce qui a été critiqué, ce n'est pas l'esprit de valoriser la femme ronde. C'est le fait qu'on ait dit de venir voir une compétition de postérieur. Ouais. Ça, c'est contre la dignité. Je regrette, Dacier, l'État doit faire en sorte que la dignité de la femme soit respectée. Si l'État veut se donner un sens, s'il veut faire en sorte que nous éduquions nos enfants, que nous donnions des repères à la jeunesse, on ne doit pas permettre de telles manifestations. La preuve, c'est que les organisateurs eux-mêmes, puisque vous êtes plus royalistes que le roi, les organisateurs eux-mêmes, à Gozo et l'homme de Savane, ont reconnu qu'ils étaient en erreur. C'est la 3e édition de leur Miss Bim Bim, mais ça n'a jamais pris cette ampleur et ce niveau de perversion. Ils ont dit on va recadrer, et la preuve, ceux qui y étaient ont vu que la manifestation a été recadrée, l'artiste a fait sa conférence dédicace, il a joué sur scène, les femmes sont venues se présenter, mais ce n'était pas pour mettre en compétition des postérieurs. Je regrette, le Burkina n'a pas le droit d'offrir ça en spectacle dans un pays qui se dit celui des hommes intègres. Très bien. Alors, Paul Miki, très rapidement. Dans cette histoire-là, c'est l'opinion qui a gagné, parce que Rabo l'a rappelé opportunément, c'est la 3e édition. Je ne sais pas comment les 2 autres éditions se sont déroulées. Alors, cette fois-ci, on a constaté que les gens ont critiqué le projet sur les réseaux sociaux, dans les médias et tout. Donc, ce qui a mené le ministère de la Culture à chercher à comprendre, le ministère de la Promotion de la Femme également. On a même vu le Conseil supérieur de la Communication qui a décidé d'interdire la publication de la publicité qui était faite sur l'événement et des affiches également. Donc, cela veut dire que, bon, on est dans une situation, il faut faire très attention, où c'est l'opinion, entre guillemets, qui gouverne. Je me demande si le ministère, les 2 ministères cités n'étaient pas au courant du projet avant que ça ne commence à faire polémique dans les réseaux sociaux et tout. Donc, c'est sous cet angle-là que moi je vois les choses. Évidemment, ce n'est pas mauvais en soi, il va falloir qu'on écoute les différentes opinions qui sont exprimées. Il y a eu beaucoup d'opinions défavorables, en tout cas face à ce projet-là. Et je crois que c'était de bon ton que les 2 ministères cherchent à comprendre et d'interdire ce projet qui, finalement, a été recadré, comme Rabo l'a dit. L'événement a eu lieu sous d'autres formes. Oui, c'est le vendredi passé. Alors, Woba, très rapidement.
Bon, d'abord, quand vous avez annoncé le sujet, j'ai eu peur qu'on transforme le plateau en un plateau bim-bim. Parce que c'est difficile. On ne sait pas quel terme employer ici pour décrire, en fait, cette compétition-là. Miss Bim-Bim, là, ce n'est pas Miss Porbedre. Non. Ce n'est pas ça. C'est différent. Non. C'est uniquement... Des femmes rondes. Je vais reprendre donc le terme de Rabo. Il a parlé de postureur. Et en parlant de postureur, ça touche à l'intimité de la femme. Ça fait partie de l'intimité de la femme. On ne peut pas mettre en compétition l'intimité des gens. Ce n'est pas possible. Même si les femmes là ne le prennent pas comme tel, il y a danger. Et que le ministère dit de recadrer la compétition, moi je pense que c'est très bien. Et au passage, je salue les initiateurs parce que j'ai écouté après Agozo et j'ai trouvé que véritablement il a su raison garder quoi. Il était responsable, il s'est désactivé. Je pense que ça c'est une très bonne chose. Il y a des choses qu'il faut recadrer. Il y a effectivement cette compétition. Il y a aussi des compétitions un peu de ce genre, peut-être de beauté. Oui, c'est bien. Mais quand ça se passe avec des enfants de 5, 6, 7 ans, je dis ce n'est pas bien. Avec des enfants, on doit pouvoir les faire compétir sur d'autres choses que de les montrer que leur beauté ou leur quoi là, on peut l'exploiter. Non, il y a l'intellect de la femme qu'il faut, il faut inciter, qu'il faut valoriser, plutôt que de prendre des enfants de 5-6 ans pour faire compétir. Je voulais poser une question. Très rapidement. Si on débat, c'est pour le bien de la nation. Je voulais vous poser une question et au ministère de la Culture et au ministère de la Femme. Allez-y au grand marché, partout dans nos marchés, vous allez voir des produits qui grossissent les fesses et les seins. Pourquoi ces deux ministères, ça crée des problèmes de santé à la femme? Pourquoi les gens n'ont pas soulevé? Moi, j'ai soulevé ce problème à radio. Ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien. Voilà les vrais débats. Voilà les vrais débats sur la question de la femme. C'est quoi la discussion? Les femmes ont des problèmes de santé. Personne n'est pour les produits dépigmentants. On les laisse terminer. Les femmes ont des problèmes de kyste de fibrome. On n'a jamais vu le ministère de la Femme sortir interpeller les chercheurs et mettre à disposition des milliards pour la recherche pour soigner les femmes. Quand on voit les femmes s'intéresser à ça, c'est pour prendre quelqu'un qui va venir parrainer pour qu'il soit vu. Moi, je discute sur les problèmes réels de la femme. Je ne discute pas sur l'art dans le populaire. Laissez l'artiste aiguë. En Côte d'Ivoire, Edoxy Yao, qui a une forme extraordinaire. On l'invite sur les plateaux. Les gens rient, ça éveille le peuple. C'est pas une question. Ok, d'accord. Alors c'est bon. Oui, on t'a écouté très rapidement. Les pays ont leur culture de la femme. Faut pas venir on a bien compris ta position. Oui. Non, moi je peux pas laisser qu'on dénigre la femme africaine de cette manière parce que la compétition des fesses chez les Mossides, la danse, la tchèqueba là. Les gens se coignent les fesses, c'est une compétition de fesses. Parce que si tu n'as pas de fesses, tu ne vas pas compétir. Ce n'est pas vrai. C'est totalement faux. Totalement faux. On va laisser. Merci Dacier. On a bien compris ta position. Un dernier mot en 30 secondes. En 30 secondes sur. Et puis insister là-dessus. 30 secondes pour Mickey. D'opinion. Et je pense que lorsqu'un débat comme ça se pose et qu'on se rend compte que l'opinion est majoritairement défavorable, il va falloir faire machine arrière. Et c'est ce qui s'est passé avec Miss Bim. On va parler. Ça allait passer comme lettre à la poste. Les uns ont écouté les autres. Pour parler du Gabon, l'élection s'est tenue hier. 10 candidats étaient en lice. Alors, le match, c'est certainement entre Ali Bongo et Jean Ping. Vos pronostics, est-ce que vous pensez qu'il y aura changement de pouvoir au Gabon en 30 secondes? Moi, je crois que celui que la France va soutenir va gagner. C'est très bien dit, oui. Oui, moi je pense qu'il n'y aura pas de changement. Il faut attendre voir les résultats parce que déjà il y a problème. Il dit qu'il faut attendre 3 jours. Un pays qui n'a même pas les résultats voilà, le mardi. Voilà. Les électeurs ne valent même pas bien 1 million. 600 000. Voilà. Et il faut attendre 3 jours. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et rappelez-vous que Ali n'avait pas gagné les élections. Après les révélations qu'il y a eu après, on a vu comment. Et aussi, la France ne peut pas permettre un tel changement là-bas parce que c'est une base militaire française et en même temps une base économique. Donc il faut se dire la vérité, ce qui se passe. Bon, les résultats nous diront quoi. Sinon, en réalité, il ne faut pas espérer un changement. Merci. Paul Mickey. Alors moi, je pense qu'au Gabon, comme c'est le cas dans la plupart des pays de l'Afrique centrale, le président sortant va l'emporter facilement comme Kouféry. Voilà, on n'organise pas à un tour. Et puis bon, on a vu même comment les choses se passent. Le président sortant est candidat à sa propre succession. Il va l'emporter sans Kouféry et il sera soutenu par la France. Oui, le dernier mot revient à Oba. Déjà, justement, je pense qu'il y a problème. Un pays ne peut pas organiser une élection à un tour.
Normalement, même dans un bon établissement, là, le délégué général, là, on ne doit pas l'élire à un tour. Qu'un pays se retrouve à élire son président à un tour, ça pose problème. Et puis, une irrégularité, le fichier électoral. Il y a jusqu'au moins 59 localités où le nombre d'inscrits dépasse la population de la localité. Et il y a un cas particulier où il y a 47 les habitants. C'est une circonscription. Hein, et la liste électorale comporte plus de 400 inscrits. Donc, il y a problème. Sinon, moi, je pense que si l'élection se déroule bien, en principe, Zamping pouvait battre Ali Bongo. Ali va gagner. Ok, on verra bien les résultats. On va attendre. En tout cas, déjà, il y a plusieurs tendances qui se dégagent. On verra bien, on ne peut pas dire quelque chose sur les résultats qui ne sont pas encore définitifs. Alors, merci à vous qui avez suivi cette émission. Je rappelle tout simplement que j'étais en compagnie de Soumaïla Rabo, de Savane FM, de Boukari Ouba, du bimensuel Mutation, de Dacier, de Bendouté, de Radio Jeunesse et de Paul Mikirwamba de Ouaga FM. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dimanche prochain, s'il plaît à Dieu.